Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres sommaires de cette édition. Le président de la République est au Japon pour l'intronisation du nouvel empereur, le prince héritier Naruhito, qui a lieu demain, mais ce lundi, Alassane Ouattara a rencontré Shinzo Abe, le premier ministre japonais, avec qui il a évoqué la coopération ivoiro-japonaise. Les résultats des performances économiques de la Côte d'Ivoire ont été relevés à Washington, aux États-Unis, à l'occasion d'une autre rencontre, celle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de la directrice générale du Fonds monétaire international. Les détails des échanges dans la suite de ce journal. Et ici en Côte d'Ivoire, les spécimens des livrets scolaires d'accompagnement des classes de CP1 et CP2 qui comportaient des erreurs ont été réédités. Un premier jet a été remis aux responsables des trains du pays. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République est au Japon. Alassane Ouattara, à Tokyo, prend part au rite d'intronisation du nouvel empereur, le prince héritier Naruhito. Le couronnement du 126e empereur du Japon aura lieu demain, mais avant cela, Alassane Ouattara s'est entretenu avec Shinzo Abe, le premier ministre japonais. Les deux hommes ont fait au cours de cet entretien le point de la coopération entre leurs deux pays, avec notamment des points sur l'investissement japonais en Côte d'Ivoire à Ouattouré. L'installation prochaine d'une usine d'assemblage de véhicules Toyota en Côte d'Ivoire, le nombre croissant d'entreprises japonaises exerçant sur le sol ivoirien, la question de paix et de sécurité dans le monde, autant de sujets évoqués par le président Alassane Ouattara et le premier ministre japonais Shinzo Abe. L'entretien de ce lundi a notamment permis aux deux personnalités de passer en revue le renforcement de la coopération entre leurs deux pays. Renforcement matérialisé par de nombreux ouvrages financés par le Japon en Côte d'Ivoire, tel l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise en cours de finition sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing à Makori, et la réhabilitation du bâtiment central du CHU de Cocody pour un coût total de 25,5 milliards de francs CFA. Le président de la République Alassane Ouattara a par la suite reçu une délégation de l'Association d'amitié parlementaire Japon-Union africaine, conduite par le député Ichiro Aisawa. On a abordé plusieurs sujets. Tout d'abord, la relation économique, le renforcement des échanges et des investissements, mais également la formation des ressources humaines via l'initiative d'Abe. Mais également, on a abordé le sujet de la paix et la sécurité dans la région. Mais également, on a souligné l'importance de la coopération dans le domaine de l'environnement, surtout le traitement de déchets. Tous ces entretiens se tiennent à la faveur de la cérémonie d'intronisation du prince héritier Naruhito en qualité de nouvel empereur du Japon. L'événement aura lieu ce mardi au Palais Royal de Tokyo. Et à l'instar de son époux Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara a aussi rencontré ce lundi au Japon Akie Abe, l'épouse du premier ministre japonais. Avec elle, il a été question d'un projet de collaboration avec le Japon pour le développement des centres de santé ivoiriens. Dominique Ouattara a visité le Centre national hospitalier de la médecine globale de Tokyo. Les détails de cette visite dans ce téléman d'Abiba Dambélé-Saoué et à Ouattouré. La dernière rencontre entre la première dame de Côte d'Ivoire et l'épouse du premier ministre du Japon remonte à août 2016. C'était à Nairobi, au Kenya, en marge de la 6e édition de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. 3 ans plus tard, Dominique Ouattara et Akie Abe se sont retrouvés ce lundi à Tokyo. Les deux personnalités ont échangé sur leurs projets respectifs et par la même occasion envisagé des pistes de collaboration. Au sortir de cet entretien, la première dame Dominique Ouattara s'est rendue au Centre national hospitalier de la médecine globale de Tokyo pour une visite. Dans cet édifice sanitaire fondé en 1868, la présidente de la fondation Children of Africa a notamment été attirée par le pôle mère-enfant. La qualité des prestations sanitaires de ce pôle correspond à la vocation de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Benjerville.
Je pense que c'est toujours utile de voir ce qui se fait ailleurs, surtout dans d'autres pays qui sont à l'autre bout du monde par rapport à nos hôpitaux. J'ai pu m'en inspirer et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Si ce partenariat venait à se concrétiser, ce serait un laurier de plus glané par l'hôpital mère-enfant de Bingerville dans sa quête d'excellence. Rappelons que le 30 septembre dernier, cette réalisation de la Fondation Children of Africa s'est vue décerner le label Argent 2019 de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Label remis aux établissements qui répondent aux normes internationales en matière d'infrastructures, d'équipements et de qualité des soins. Et quittant le Japon pour les États-Unis où ont eu lieu la semaine dernière à Washington les assemblées annuelles FMI Banque mondiale. Au terme de ce rendez-vous, le Premier ministre représentant de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous mondial a été reçu par la directrice générale du Fonds monétaire international. C'est une rencontre au sommet au cours de laquelle les performances économiques de la Côte d'Ivoire ont été relevées avec satisfaction et c'est ce que nous rapporte Adama Koné depuis Washington. Le Premier ministre a la manœuvre aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale aux États-Unis. Il boucle sa mission. Des retrouvailles tout sourire, un détour et Amadou Gon Coulibaly est face à Kristalina Georgieva, nouvelle directrice générale du Fonds monétaire international. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à Oslo. Oui. Lors de la reconstitution des fonds du GFF. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Après les échanges de civilité, place à l'examen des dossiers. Quand les portes s'ouvrent, le Premier ministre présente le courrier du président de la République Alassane Ouattara, dont il est porteur. Kristalina Georgieva livre alors les bonnes prédispositions de son institution face au succès réalisé par la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de la performance économique de la Côte d'Ivoire dans un contexte où le taux de croissance est de l'ordre de 7,5% et c'est une performance importante dans une région qui n'est pas, dans un contexte qui n'est pas toujours facile. Donc je félicite le gouvernement pour cela et cela aussi se traduit sur le terrain par la création d'emplois et par l'amélioration des conditions de vie des populations. Et Amadou Gon Coulibaly peut relever les avantages comparatifs des relations entre la Côte d'Ivoire et les institutions de Bretton Woods. J'avais un message du président de la République, c'était un message de soutien, un message de félicitations pour son élection en qualité de directrice générale du Fonds monétaire international. Et un message également sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international. Une coopération qui se porte bien, des chiffres économiques ivoiriens qui montrent que notre économie est robuste et que cette économie pour l'avenir a également des performances qui sont projetées comme étant des performances qui permettront d'améliorer de plus en plus les conditions de vie de nos compatriotes. La mission de la délégation conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly prend ainsi fin sous une pluie d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Des résultats de performance économique du pays qui vont certainement servir à l'élaboration de programmes et de projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Et pour leur réalisation, il soutient depuis ce matin à Abidjan les travaux de la 5e édition de la revue annuelle des réformes politiques. En tout, 16 programmes et projets communautaires seront évalués pour un montant d'environ 62,3 milliards de francs CFA. Jean-Jacques Kwame pour en parler. À Abidjan, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA va évaluer pour la Côte d'Ivoire la mise en œuvre effective des 113 tests réglementaires ainsi que les 16 programmes et projets communautaires pour un montant de 62,297 milliards de francs CFA. Les 16 programmes couvrent plusieurs secteurs d'activité. Nous avons le domaine de l'agriculture, nous avons le domaine de l'environnement, le domaine de l'eau. Nous avons aussi le domaine de l'énergie et nous avons aussi le domaine de la qualité.
avec notamment une nouvelle convention que nous avons avec l'ANEMA. C'est des projets intéressants parce que c'est des projets donc, qui touchent au vécu des populations de l'Union. La revue réalisée en 2018 a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des avancées en matière de transposition et d'application communautaire. Le taux moyen global de mise en œuvre des réformes est passé à 69% contre 65% en 2017 et le taux global d'exécution des programmes et projets communautaires est passé de 59% contre 43% en 2017. Au regard de ces résultats, je voudrais féliciter tous les acteurs nationaux pour le travail accompli. Cependant, c'est le lieu d'interpeller chacun à redoubler d'efforts dans la mise en œuvre des réformes, programmes et projets communautaires pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être parmi les meilleurs à l'issue de l'édition 2019. Instituée en octobre 2013 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union vise à favoriser l'accélération et l'application des réformes en vue de l'approfondissement de l'intégration régionale. Dans le domaine de l'éducation, les spécimens des livrets scolaires des 2 cours d'enseignement du premier niveau, les classes de CP1 et de CP2 ont été corrigés et réimprimés. Ils ont été remis aux responsables des draines du pays et ces livrets d'accompagnement seront disponibles chez les livraires. On en sait davantage avec Astotoré. C'est désormais chose faite. Les livrets d'activité des classes de CP1 et CP2, après correction et vérification, ont été réédités et remis officiellement à la tutelle. Nous devons saluer la maison d'édition qui a reconnu sa responsabilité. Aujourd'hui, c'est une façon de rétablir un peu la vérité, de corriger la situation. C'est un document d'accompagnement. Ce n'est pas un manuel. Ça ne fait pas partie non plus des éléments qui sont dans les kits que nous distribuons. C'est un élément qui est commercialisé, c'est l'éditeur qui dépose donc dans les librairies et les parents vont acquérir ces ouvrages. Mais la responsabilité, du point de vue du contenu, nous endossons cela. C'est pour ça que nous nous sommes rapprochés de la maison d'édition. Ces spécimens qui, à leur tour, ont été remis aux différentes draines du pays, sont destinés aux élèves issus de familles défavorisées. Le reste, il va s'agir de faire un travail entre la maison d'édition et les librairies pour enlever l'ancien stock, le remplacer par le nouveau, pour que tous ceux qui ont acheté puissent s'y rendre. Pour ne pas que ce soit une affaire où tous les parents vont remonter jusqu'au ministère pour venir réclamer le nouvel ouvrage. Pour éviter de tels désagréments à l'avenir, des mesures ont été prises. Et madame nous a dit de reprendre tous les documents qui existent et de faire leur audit. Donc à l'heure qu'il est depuis 3 semaines, si vous arrivez à la DPFC, toutes les coordinations nationales sont en train de reprendre les documents un à un. On a d'abord fait le préscolaire, on a fait le primaire, on est actuellement au secondaire pour revisiter tous les documents qui ont été agréés ou recommandés. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle salue la célérité de la structure en charge des manuels. Il invite par ailleurs les parents d'élèves à se rendre dans les différents points de vente afin de s'approprier ces livrets d'accompagnement vus et corrigés. Et toujours dans l'intérêt d'un meilleur apprentissage des élèves en Côte d'Ivoire, au nord d'Abidjan, à Abobo, 8 groupes scolaires bénéficient, grâce à la municipalité, de bâtiments tout neufs et de 1500 tables bancs. Plus de 6000 écoliers, élèves d'Abobo, pourront désormais être enseignés dans de meilleures conditions. Et ces réalisations ont un coût, 800 millions de francs CFA, tout financé par le conseil municipal d'Abobo que dirige le maire Ahmed Bakayoko. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. Inauguration d'infrastructures scolaires dans la commune d'Abobo. Ahmed Bakayoko, maire de cette commune, par ailleurs ministre d'État, ministre de la Défense, soutenu par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara, aux côtés des acteurs du système éducatif, des écoliers et de leurs parents. La réhabilitation d'écoles ainsi que la construction de nouvelles salles de classe, de cantines, de latrines et d'habitats pour maîtres. Ce sont 8 groupes scolaires dotés de 48 salles avec environ 1500 tables bancs que le conseil municipal offre ainsi à Abobo.
un geste qui réjouit les apprenants. On a vu papa Ahmed Bakayoko et puis maman Kandia Kamara. Ils nous ont donné les nouvelles salles de classe et on est content, on va bien travailler en classe. La ministre Kandia Kamara exprime la reconnaissance du département qu'elle dirige et félicite l'équipe municipale. Monsieur le ministre d'État, je ne saurais trouver les mots justes pour vous traduire toute notre satisfaction face à l'élan de renouveau et de réhabilitation tous azimuts que vous êtes en train d'impulser à Abobo. Vous pouvez imaginer le bonheur qui est le nôtre. Les écoles primaires qui ouvrent officiellement leurs portes ce matin s'inscrivent dans la droite ligne de la politique de la scolarisation obligatoire instituée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cette cérémonie d'inauguration fait partie d'une série d'actions concrètes inscrites au plan d'urgence de la commune d'Abobo, Puka. Et le maire Ahmed Bakayoko ne compte pas s'arrêter là. Abobo est en marche, Abobo est en mouvement, Abobo est dans du concret. Avec le Premier ministre que je tiens à saluer et remercier, nous avons ensemble inauguré l'hôpital Houphouët-Boigny la dernière fois, qui est un plateau technique de très haut niveau. Le président Alassane Ouattara a offert 2 ambulances à Abobo qui ont été livrées par le ministre de la Santé. Et très bientôt, ça sera le grand chantier du grand CHU d'Abobo, qui sera le CHU le plus moderne d'Afrique de l'Ouest. Et nous n'allons pas nous arrêter à ces réalisations. Chaque année, les meilleurs bacheliers d'Abobo auront des bourses pour étudier en France et aux États-Unis. Cette année, par la grâce de Dieu et la force de leur travail, vous avez 2 enfants formés à Bobo qui sont rentrés dans la prestigieuse école polytechnique de Paris. Dans sa vision de faire de la commune d'Abobo une cité où il fait bon vivre, ses travaux dans le secteur éducatif ont coûté à la municipalité environ 800 millions de francs CFA. Et quand les autorités préparent la nouvelle élite ivoirienne, la toute nouvelle équipe de la commission électorale, la commission électorale indépendante, prépare déjà les prochaines élections qui se tiendront en 2020. Des préparatifs que la CEI entame par la mise en place de ses représentants locaux, et l'institution demande aux différents partis et groupements politiques de proposer des personnalités politiques pour la composition des différentes commissions électorales locales. Abdoulaye Koné. En charge de l'organisation des élections et du référendum, la CEI s'active déjà pour la mise en place de ces démembrements locaux. Le président de l'institution a rencontré les groupements et partis politiques. Les commissions électorales locales que nous comptons créer pour l'année 2020 sont au nombre de 549. 31 commissions électorales régionales qu'on appelle les CER, 82 commissions électorales départementales, 378 commissions électorales sous-préfectorales, 58 commissions électorales communales. Sur la base de ces données chiffrées, chacune des entités politiques membres de la CEI devra nous proposer au total 1647 personnalités. S'ils repartent satisfaits à l'issue des discussions, certains groupements et partis politiques posent tout de même quelques préoccupations. Nous avons émis le souhait que le code électoral soit revu. Nous avons également parlé du découpage des commissions électorales et de faire en sorte que cela coïncide avec l'administration du territoire. Concernant les pièces, il y a des difficultés d'accès à ces pièces. Le président de la commission électorale nous a indiqué qu'il va aviser les autres membres du gouvernement. Au GPP et au RHDP, on appelle surtout au respect du calendrier et du processus électoral. Nous sommes rassurés que la CEI est dans de bonnes mains. Alors, nous allons nous atteler à rassembler déjà nos représentants pour les commissions électorales et locales dans les différentes régions et sur toute l'étendue du territoire. Il faut que les Ivoiriens soient rassurés. Nous avons la ferme conviction que pour une fois, nous aurons une élection apaisée
une élection qui va se passer dans la transparence, où le passage à témoin se fera comme c'est le cas dans la plupart des pays voisins, comme le Ghana ou d'autres pays. Nous repartons en tout cas rassurés. Dès réception des propositions, les membres des commissions locales seront nommés par décision du président de la CEI. Ils devraient ensuite exercer leur mandat en toute indépendance vis-à-vis des partis politiques qui les ont proposés. Et gardons le même ton pour ce communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, porte à la connaissance des candidats à la désignation en qualité de membres des commissions locales de la Commission électorale indépendante que des dispositions sont prises au sein des tribunaux de première instance, des sections de tribunaux ainsi que des parquets près les dits tribunaux en vue d'une délivrance diligente des certificats de nationalité et de casier judiciaire aux demandeurs. Le garde des Sceaux rappelle que le certificat de nationalité peut être délivré dans tous les tribunaux et sections de tribunaux et que le casier judiciaire ne peut être délivré que par le parquet compétent du lieu de naissance du demandeur et c'est signé à Abidjan le 21 octobre 2019 de Sansan Cambilé. Parlons politique à présent. Les populations des 3 départements de la Maraoué étaient réunies le 19 octobre dernier à Saint-Fra pour une journée d'hommage au président de la République. C'est une journée spéciale pour les éloges des actions de développement accomplies et réalisées par le gouvernement avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara et d'ailleurs certains membres du gouvernement ont participé à cet événement. Lian Brou nous en rapporte les nouvelles. On regarde. En route pour l'hommage de la Maraoué au président Alassane Ouattara, la délégation gouvernementale a stoppé à Tiokorodougou, Konofla et Bina. Jusqu'au foyer de Saint-Fra, même message de cohésion du chef de l'État aux populations. Objectif, paix en Côte d'Ivoire pour la poursuite du développement, lequel reste le mobile de l'envahissement du stade de Douafla. Ici, Saint-Fra, Boiflé et Genoula scellent le pacte nouveau du soutien au président Alassane Ouattara. À la base, la promotion des cadres de la Maraoué avec entre autres la nomination récente de Zoro Epifane Balo comme secrétaire d'État au renforcement des capacités. Si nous voulons le développement, je vous invite à suivre celui que je suis et celui que je suis, il s'appelle Alassane Ouattara. Objectif, tirer le meilleur profit du développement qui s'entend pour la Côte d'Ivoire entière, eau potable, électricité, hôpitaux, écoles, routes, des infrastructures de qualité, indique le ministre de l'Équipement. La route de l'autoroute d'Ivo jusqu'à Gagnoa, il n'a plus, les routes sont encore là. Le président de la République a fait la route, Blorequet tout le bleu, il n'a plus, la route est encore là. La route d'Anané, Frontière-Guinée, il n'a plus, la route est encore là. La route de Boré, Ferté, en train d'être réhabilitée, il n'a plus, la route est encore là. Et d'ajouter que le programme social de gouvernement s'emploie à améliorer ce tableau de développement. Les ministres Adjoumani et Mabri positionnent le président Alassane Ouattara comme le digne héritier de Félix Houphouët-Boigny. Le vrai héritier, c'est celui-là même qui, plutôt que de s'empresser à récupérer la maison où il dormit, travaille à multiplier les chambres pour que tous les enfants puissent avoir leur chambre. Le président me dit de vous dire que tous les cadres de la Maraoué sont ses enfants, sont ses frères et ses sœurs, et qu'il fera en sorte d'appeler beaucoup d'autres à ses côtés pour qu'ensemble nous puissions bâtir la Côte d'Ivoire. L'eau potable guide le pas d'avant pour aller jusqu'à Gagnoa, passant par Saint-Fra, et tous les villages qui sont le long de cette voie auront de l'eau potable. Sur les questions de tolérance, de vivre ensemble et de paix pour l'émergence de la Côte d'Ivoire et l'épanouissement des populations, les chefs de communauté ont été mis en mission de sensibilisation. Parlons à présent de paix et partons pour cela à Grand Bérébi où en juillet dernier, le décès accidentel d'un paysan Kromen avait engendré un conflit interethnique. Une situation laissée loin derrière à présent, les populations font la paix et cela grâce aux efforts de la médiation du Premier ministre. Et la preuve, cette cérémonie de réconciliation qui s'est déroulée hier dans le village de Roque dans le département de San Pedro, une cérémonie que nous rapporte Sam Kona. La coula offerte aux visiteurs.
marque d'hospitalité en pays Kroumen, des salutations, des accolades pour marquer les retrouvailles entre les populations autochtones et allochtones du village de Roc, dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. Surtout, le retour de la paix après 3 mois de dissension entre elles, à la suite du décès accidentel d'un autochtone provoqué par un allochtone. Aujourd'hui, grâce à la médiation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la paix est revenue. La communauté kroumen accepte le retour de ces hôtes baoulés dans leur plantation. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Ce qui est arrivé, c'est un accident. Ce n'est pas pour cela qu'on va les faire partir totalement. Sinon, ce que nous avons dit, ça vient du fond de notre cœur. On les a acceptés. Il faut qu'on l'essentiel qui viennent, on va rester au village et puis faire ce qu'on peut faire. On est quitté à Boaké pour venir s'installer. C'est des parents kroumen. On n'est pas venu pour la guerre, mais on est venu pour le développement. Donc ce qui vient de se passer, on ne peut pas se fâcher. On a accepté, on leur demande tous pardon, que la cohésion puisse vraiment revenir pour qu'on puisse vraiment développer le village Roc. Pendant plus de 3 mois, la circonscription était perturbée par cette crise. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la cohésion est revenue entre les populations de Grand Bérébi. La paix n'a pas de prix. Il faut que nous œuvrons tous pour vivre dans la paix, pour vivre dans la concorde. Le ministre Félix Anoblé conduisait au nom du Premier ministre la délégation dans le village balnéaire de Roc. Il se réjouit du dénouement heureux et invite les uns et les autres à consolider la paix et la cohésion sociale. Nous sommes ici en mission sous ordre donc, de M. le Premier ministre et sur instruction du chef de l'État pour essayer de faire en sorte donc, que cette partie du territoire ivoirien puisse retrouver l'harmonie. Et le président ne peut qu'être heureux de voir ses enfants vivre ensemble. À partir donc, du 1er novembre, les populations pourront donc tranquillement accompagner de leurs tuteurs, retrouver donc leurs différentes plantations pour se réinstaller. Donc les enfants reprendront les cours même demain matin s'ils le veulent. Un moment de jeûne et de prière œcuménique regroupant les différentes communautés villageoises est prévu les jours à venir à Roc afin de conjurer le mauvais sort. Annonce faite par le porte-parole de la tribu d'Iréoué de Grand Bérébi. Et la paix favorise le développement et c'est justement ce qui préoccupe notre prochain sujet. 3200 milliards de francs CFA, c'est le montant à mobiliser pour les autorités ivoiriennes pour réaliser le projet Sublime Côte d'Ivoire. C'est une stratégie nationale de développement du tourisme et pour cela, il soutient une table ronde des bailleurs à Dubaï. La rencontre est initiée par le ministère ivoirien du tourisme et des loisirs. Patricia Omouitia nous donne des nouvelles de cette réunion depuis Dubaï. Durant ce conclave, différents projets ont été présentés. Au total, 3200 milliards de francs CFA d'investissement dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Ce top de lancement de cette vision du ministère du Tourisme en Côte d'Ivoire est bien choisi et nous nous associons pour la réussite de l'événement. Dans les 3200 milliards, il y a 500 milliards de fonds d'investissement qui s'intéressent au secteur privé. Et nous sommes là pour prendre la part qui revient au secteur privé. Ici à Dubaï, ville touristique, un exemple dont la Côte d'Ivoire peut s'inspirer et qui peut nous permettre vraiment de continuer ce développement que la Côte d'Ivoire a enclenché depuis pas mal d'années. Le projet Sublime Côte d'Ivoire est un projet qui va se développer sur du long terme et cela demande le concours de tout le monde. La ville de Dubaï a été choisie pour son positionnement qui concentre les plus grands fonds d'investissement. Côte d'Ivoire. Nous avons des projets de construction des hôtels en Côte d'Ivoire. Et si Dieu le veut, après notre retour, nous allons travailler dans ce sens-là pour réaliser ce projet. Un fonds d'investissement de 500 milliards résolument tourné vers le secteur privé et un fonds souverain qui sera mis en place. Mais l'État contribuera à hauteur de la mobilisation des ressources publiques pour des investissements publics tendant à créer les conditions de financement de tout ce qui est réforme pour 1500 milliards et un certain nombre de projets dans le domaine touristique et le secteur privé pour un portefeuille de 1700 milliards.
Mais nous sommes convaincus, au regard des annonces que nous avons déjà, que nous partirons avec une bonne moisson. On a eu l'occasion de vendre la Côte d'Ivoire, de vendre la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République au cours des 10 prochaines années. Lorsque les manifestations d'intérêt vont se faire, on devrait avoir bouclé au moins 80% de nos besoins. 2 jours durant, hommes d'affaires, financiers de la région du Golfe vont échanger sur les possibilités d'investissement dans le secteur du tourisme. Sublime Côte d'Ivoire, c'est 9 projets phares soutenus par 9 réformes ambitieuses. Voilà, et nous terminons ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir à tous.